On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Valérie Laflamme-Caron nous dresse le portrait d'un nomade digital. Jérémy Laliberté plaide en faveur des jeux turbulents pour nos enfants et Leslie-Anne Boily explore avec nous l'intelligence émotionnelle. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Pour une dernière fois cette saison, bonjour Ariane. Bonjour Simon. Alors malheureusement, tu vas devoir nous quitter, mais pour une bonne raison. Pour une bonne cause, oui. Ouais, oui, c'est ça. Tu pars en congé maternité. Exactement. Bon, ben, je te souhaite déjà un très bon accouchement et un très bon temps avec ta famille. Merci beaucoup, Simon. J'en profite pour dire que ça a été un plaisir d'être au micro d'On n'est pas du monde cette saison. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça, puis j'espère que les auditeurs ont apprécié aussi le petit twist qu'on a donné à l'émission. On fait une bonne équipe, il y a une bonne chimie, oui. hein? Ouais. Oui. C'est pas fini, on a encore une bonne émission aujourd'hui. Très bonne émission, oui. Avec Valérie Laflamme-Caron, entre autres. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Un petit temps, il me semble, qu'on t'a entendu à l'émission. Mais oui, maintenant, je suis tellement tout le temps au collège que voilà. Mais ça me fait plaisir de quitter la Rive-Sud pour venir vous retrouver aujourd'hui. Même si tu n'as pas de troisième lien pour le faire. Oui, je vais m'en sortir. Alors Valérie, comme toujours, tu nous parles d'une nouvelle tendance aujourd'hui. Oui, exactement. J'aborde le même sujet que d'habitude. C'est juste un sujet, toi, dans le fond. Exact. Un sujet, différents angles. Donc, on va parler des nomades digitaux ou nomades numériques, tout dépendant de la traduction qu'on privilégie. OK. Très intriguant. J'ai hâte d'entendre ça en tout début d'émission. Leslie-Anne Boily, bonjour. Bonjour Simon. C'est ta deuxième fois à l'émission. Oui. Et aujourd'hui, tu viens pile poil dans ta spécialité en psychologie. Oui, bien en fait, je viens vous parler d'un continent intérieur, les émotions, puis plus particulièrement de l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai bien hâte de vous entretenir sur la question. On fera ça tout à l'heure. Ouais, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent aujourd'hui, puis je dois avouer que pour moi, c'est pas clair c'est quoi ça, de l'intelligence émotionnelle. Donc, je suis bien curieux de t'entendre. Et le dernier, non le moindre, Jérémy Laliberté, bonjour. Salut. Hey, tu sembles avoir une belle voix aujourd'hui. Oui, pas d'extinction de voix cette semaine, c'est moins stressant, entre autres. Deuxième fois en plus, j'ai déjà hâte. Et aujourd'hui, dans le fond, toi, tu viens de nous dire que c'est bon quand nos enfants se chamaillent, c'est ça? Ben, ça ressemble à ça. Puis c'est pas tous les parents puis toutes les institutions qui sont à l'aise de laisser les enfants, on va dire, se coltailler. Avec raison, parce que des fois, on se fait mal. Mais on va aborder le sujet parce que c'est pas juste du mauvais. Voilà. OK. Bon, très hâte d'entendre ça aussi en milieu d'émission. Ariane, pour une dernière fois cette saison, qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci? Bien, on vient tout juste de passer l'ascension du Seigneur, oui, qui n'est pas à confondre avec l'Assomption de Marie, qui a été un mot inventé pour dire, d'après ce que j'ai compris, finalement, un petit peu la même chose, mais pas tout à fait la même chose. Mais Jésus et Marie ne sont pas les deux seuls personnages bibliques à s'être élevés vers le ciel à la fin de leur vie terrestre. Il y en a d'autres. Êtes-vous capable d'en nommer? Oh, c'est une bonne question, ça. On peut aussi ouvrir un petit peu la porte là, si vous vous sentez pas apte à ce défi-là, avec les personnages mythologiques en général. Parce que OK, pas juste d'être dans la Bible. Là. Oui, c'est ça. On va accepter des personnages grecs ou romains. Là, je donne beaucoup d'indices. Là. OK. Icare avec ses ailes, mais en même temps, il s'est rapproché du soleil puis il est retombé. Fait que je ne sais pas si ça compte. Je pense que c'est pas la même chose. Okay. Hercule, c'était un demi-dieu. Hercule en est un, effectivement. Dans la Bible, il y a Élie avec son char de feu, non? Bien, c'est ce que je pensais aussi. Il n'a pas sorti dans la liste sur laquelle je suis tombée, mais moi aussi, j'avais pensé à Élie. Ah, moi, je dis qu'on le met dans la liste. Mais dans la liste. Il monte au ciel, Élie. Il y en a d'autres qui veulent en nommer? Est-ce que, genre, Mahomet? Bonne question, je sais pas. Il me semble qu'il y a un moment d'ascension avec Mahomet, mais je pourrais pas en dire plus que ça. C'est très possible. Les noms que j'avais sur ma liste, c'était Moïse, Isaïe et Enoch. Et dans la mythologie gréco-romaine, plutôt Romulus, Hercule et Médée également.
Ça veut pas dire que l'ascension du Christ n'est pas vrai parce qu'il y a des ascensions dans d'autres traditions religieuses. Non, c'est pas ça. C'était juste pour finir un petit quiz sur une note le fun, là aussi, là, un autre fun fact là, au sujet de l'ascension, c'est que ça s'est passé à Béthanie. Puis là, j'étais toute contente. Je me disais, ah oui, Béthanie, je vais pouvoir leur demander quoi d'autre qui s'est passé à Béthanie. Mais non, ce n'est pas la même Béthanie où vivaient ses amis Lazare, Marie et Marthe. Donc, c'est une autre ville qui s'appelait Béthanie. Quelque part là, sur la Terre Sainte. Là, donc, vous le saurez. Puis d'ailleurs, la différence entre ascension et assomption, c'est le fait que dans l'ascension, c'est par nos propres forces qu'on monte, comme l'ascension d'une montagne pour un alpiniste. Puis l'assomption, c'est quand on est élevé par un autre. Donc là, ce serait plus les remontes pentes dans les centres de ski, mettons. Là. Pareil. Exactement. Wow. Marie, elle a eu son ascenseur. C'est l'amour du Christ. Bon, voilà. Merci à Ariane. Alors, puis la Pentecôte s'en vient aussi. Bientôt. Alors, on y va tout de suite pour cette émission. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Que diriez-vous de travailler tout l'hiver sur une plage au Costa Rica? C'est ce que permet la nouvelle tendance du nomadisme digital. Valérie Laflamme-Caron, anthropologue et exploratrice, elle aussi digitale, est avec nous pour nous brosser le portrait de cette nouvelle tendance chez les milléniaux. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors, c'est quoi là, cette nouvelle tendance de nomadisme digital? Est-ce que c'est un retour à la préhistoire des hommes nomades ou au contraire, c'est les gens qui passent leur soirée à surfer sur Internet et être incapables de s'arrêter sur un site et passer de l'un à l'autre? Un peu tout ça. Je dirais que c'est un grand rêve. un grand attrait pour plusieurs jeunes adultes aujourd'hui. En fait, ça renvoie à cette foulée de télétravailleurs qui ont la liberté là, de se promener d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, soit parce qu'ils sont entrepreneurs, donc eux-mêmes là, sont pigistes pour différentes entreprises, ou parce qu'ils sont employés par une organisation qui permet d'être délocalisés. Par exemple, mon mari travaille pour une compagnie d'assurance et il ne peut pas s'expatrier en tant que tel, mais on pourrait prolonger nos vacances au Mexique d'un mois ou deux et lui pourrait continuer à travailler pour son employeur. Donc, il y a 35 millions de personnes actuellement. C'est très marginal ou c'est en croissance rapide? C'est en croissance rapide, mais je pense que ça reste à l'échelle du monde quand même marginal, mais dans certains pays, ça devient de plus en plus présent. J'imagine que la pandémie a accru ce phénomène-là. Oui, et c'est vraiment exponentiel. Depuis l'an dernier, on observe une augmentation de 30 % des gens qui se déclarent comme étant des nomades digitaux, donc des télétravailleurs internationaux. OK. Est-ce que tu peux nous brosser le portrait d'un nomade digital? C'est quoi son portrait robot? C'est pas juste quelqu'un qui est, disons, un travailleur qui travaille de chez lui, un télétravailleur. Ça va plus loin que ça. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va s'expatrier et qui va voyager tout en continuant de travailler à temps plein. Donc, à travers son ordinateur, c'est essentiellement des employés du monde des technologies, par exemple des développeurs web, des programmeurs et tout ça. Ça peut être des gens qui sont dans la création de contenu, par exemple des rédacteurs professionnels qui peuvent travailler à distance ou des gens qui vont faire de la gestion de données. Donc, c'est des emplois très spécifiques, mais qui n'exigent que un simple ordinateur et une bonne connexion Internet là, pour être en mesure de compléter les tâches. Puis la personne type, est-ce que c'est comme un jeune au début vingtaine, un bébé boomer dans une seconde carrière? Non, on est plus entre 25 et 30 ans. La plupart sont des hommes de descendance européenne et la majorité travaille à temps plein. Donc, ça se distingue aussi des gens qui vont aller, par exemple, dans l'Ouest canadien, cueillir des cerises, dans le Nord, planter des arbres et ensuite faire la vadrouille là, en Amérique latine. Là. Donc, on parle de jeunes professionnels quand même. Donc, ça se distingue aussi des backpackers et des gens qui prétendent vivre la van life, par exemple. OK. Puis c'est où qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont dans des tout inclus en Floride ou à Cuba? En fait, la plupart d'entre eux... ils vont rechercher, premièrement, une destination au soleil où la météo est clémente, parce qu'on souhaite améliorer ses conditions de vie et non pas les voir... On les comprend quand même. Tu es venu parler de ça la dernière fois, de l'attrait du Sud pour nous tous qui vivons dans les pays nordiques. Oui, exactement. Puis ces gens-là ont la liberté de le faire, donc pourquoi pas? Donc, ils vont chercher une météo clémente, mais aussi un faible coût de la vie.
Parce que le but d'un nomade digital, c'est d'en avoir plus pour son argent. Puis ça aussi, je pense que on le comprend, qu'il ne veut pas en avoir plus pour son argent. Donc, avec un revenu moyen, par exemple, de 2 000 ici au Québec, ça devient difficile de subvenir à ses besoins, je pense, là, avec toute l'augmentation du coût de la vie et tout ça. On va être très serré dans son budget, alors que dans plusieurs autres pays, essentiellement des pays du Sud, bien, en tout cas, ça permet de Donc, ils peuvent travailler moins d'heures, disons, par semaine pour plus profiter de la vie et de la plage. Oui, ou gérer leur horaire à leur convenance autour du loisir plutôt qu'autour des tâches à réaliser. Par exemple, si une journée, il fait très beau puis qu'on a envie de faire une randonnée, on peut y aller en se disant que le lendemain, on va organiser son travail pour en faire plus, pour compenser cette absence-là. Mais un nomade, Valérie, là, c'est pas juste quelqu'un qui vit dans un autre pays, qui travaille à distance, c'est quelqu'un qui serait en perpétuel mouvement. Oui, effectivement. Donc, il y a vraiment beaucoup de statistiques là, sur les nomades digitaux. C'est difficile de faire la part des choses dans tout ça. Mais j'ai vu là, que la plupart ne vont pas rester plus de 3 mois au même endroit, dans le même pays. Donc, les gens peuvent se promener d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre. C'est des gens, c'est ça, qui sont en perpétuel mouvement et vont aller d'une communauté de nomades digitaux à une autre communauté de nomades digitaux parce que ces gens-là sont justement à certains endroits, comme à Bali actuellement, ce serait comme la capitale internationale des nomades digitaux. Donc, à travers des réseaux sociaux, des forums Internet et tout ça, les gens sont capables de partager c'est quoi les bons coups, quelles sont les destinations intéressantes pour ce type de travailleurs, parce que je reparle de la connexion Internet, ça reste quand même là, un incontournable. Oui, c'est ça. C'est quoi les principaux avantages de ce mode de vie très nouveau et actuel lié aux nouvelles technologies? Bien, comme on l'a mentionné, c'est d'en avoir plus pour son argent. Donc, on peut avoir plus de biens de consommation, par exemple, aller dans les restaurants, aller dans les bars, faire des fêtes et tout ça, ce qui peut être quand même dispendieux ici. Au niveau de la qualité de l'hébergement, il y a des gens qui vont prétendre que de vivre dans des Airbnb à l'étranger, ça coûte moins cher que de louer un logement à Montréal, à Vancouver ou à Toronto, par exemple. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'en avoir plus. On articule, comme je l'ai dit, son quotidien autour du loisir plus que du travail. Et on a aussi le sentiment de mener une vie excitante parce que ces gens-là vont se mettre en scène beaucoup sur Instagram, sur TikTok et ils vont faire miroiter un mode de vie qui a l'air très alléchant. Donc, c'est très glamour être un nomade digital. Là, c'est comme la version enrichie, la version en bourgeoisie, je pense, du backpacker. Oui, parce que le backpacker, souvent, c'est avant tes études, en tout cas au moment où tu es encore étudiant. Mais là, c'est vraiment des gens qui sont rendus plus au niveau de la carrière. Ils travaillent à temps plein. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas des gens qui pilent leur dollar pendant un certain temps pour ensuite vivre le voyage. Là, c'est vraiment intégré à leur mode de vie du quotidien. Et comme ils font de l'argent, ils pourraient soutenir ce mode de vie-là à plus long terme, à la différence d'un backpacker. Oui, ils pourraient le soutenir éternellement là, si c'est vraiment ce qu'ils désirent. Par contre, il y a certains désavantages aussi. Non seulement pour eux, mais j'imagine aussi pour l'ensemble de la société, ou même pour les compagnies. Ça ne doit pas toujours avoir que des avantages, là, d'avoir des gens qui ne sont jamais sur place. Non, puis j'ai même cherché c'était quoi les avantages pour les pays hôtes à recevoir des masses de télétravailleurs, puis honnêtement, j'en ai pas trouvé Parce tant qu'ils ne payent pas d'impôts dans ces pays-là? Non, effectivement, là, j'ai découvert la notion de résidence fiscale que je connaissais pas. Donc, la résidence fiscale, c'est justement le pays là, où tu vas payer tes impôts. Donc, il y a plusieurs pays comme le Portugal, la Colombie, le Mexique, la Thaïlande qui sont en train de développer avec la Serbie et les Philippines des permis de séjour destinés à ces télétravails-là parce qu'en théorie, un télétravailleur n'a pas le droit de travailler. Ah, OK. Donc, quand tu es sur un visa de tourisme, par exemple, tu n'es pas supposé travailler. Oui. Donc, pour accommoder ces gens-là, ils ont créé des permis de séjour qui sont plus longs, qui peuvent aller jusqu'à 1 an. En même temps, comme des touristes, ils viennent dépenser leur argent dans le pays. Oui, mais c'est pas mal la seule chose qu'ils font parce que je regardais les conditions là, des permis de séjour pour les télétravailleurs, puis non, c'est ça. Eux, ils demandent une preuve de résidence fiscale. Donc, ils n'ont pas nécessairement là, l'avantage de retirer des impôts supplémentaires. Comme tu dis, c'est des gens qui vont consommer des biens et des services. Par contre, ça ne va pas servir les populations locales. Il y a quelques entrepreneurs qui vont en tirer profit, comme d'habitude. Par exemple, ceux qui vont créer des espaces de coworking, c'est comme une industrie en développement dans ces pays-là. On va créer des bureaux très standardisés qui ressemblent à des cafés qu'on retrouve ici, là, des cafés à la mode de type un peu industriel, minimaliste, scandinave. Là. Je viens de mélanger toutes sortes de tendances, mais je suis certaine que vous voyez ce à quoi je vais faire. Mentale, oui. Exactement, comme un Starbucks sur les stéroïdes. Là. Donc, on crée ces espaces de coworking. Ça prend des ressources
c'est pas des services, dans le fond, accessibles aux populations. Ça permet aussi une augmentation du coût de la vie avec une flambée des loyers parce que les propriétaires sont pas nonos, là. Ils savent bien que les gens sont capables de payer un peu plus, donc ils vont eux-mêmes rénover un petit peu pour rendre leur logement plus tendance pour être alléchant pour ces télétravailleurs. Donc, ça amène une grande gentrification. Puis, ça va nuire à la fois aux populations, mais aussi aux télétravailleurs qui, eux, recherchent une certaine authenticité. Ils cherchent le confort, mais quand même d'être minimalement dépaysés, sinon ils resteraient chez eux. Mais dans ces hauts lieux du télétravail, ben il y a une perte d'authenticité parce qu'à force de développer des cafés à la mode, des espaces de coworking, des boîtes de nuit et tout ça qui répondent aux désirs des Occidentaux, ben forcément, ça perd sa petite saveur locale. Je suis curieux autour de la table. Vous, êtes-vous de tendance plutôt sédentaire ou nomade là, dans votre vie spontanément? Gros silence. Ouais, c'est dur à dire. Vous n'êtes jamais posé cette question-là? Ben, c'est une super bonne question, moi, je trouve, parce que je t'écoute parler puis je me dis hey, j'aurais le goût de faire ça. Ben oui, mais moi aussi. Vraiment? Tout à fait. Donc, Leslie-Anne, une petite tendance nomade. Valérie, je m'en doutais quand même. Ben, nomade à temps partiel, parce qu'en même temps, je suis très sédentaire. Ça fait 12 ans que je demeure dans le même... Valérie. Non, mais ça fait 12 ans que je suis dans le même quartier. Ma famille est de Québec, de génération depuis la Nouvelle-France, là, donc... Puis il est hors de question que je déménage hors de la région, là, donc c'est ça. Moi, je pense que je suis fluide. Non, mais je veux dire, jeune, je pensais être très nomade, l'aventure, l'expérience, le voyage. Puis je l'ai fait pendant 2 ans à peu près. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, non, moi, je veux m'enraciner, je veux des relations à long terme, je veux contribuer à une communauté. J'avais soif d'engagement. Puis aujourd'hui, j'ai complètement perdu cette illusion-là. Puis je suis très bien chez nous, puis je veux pas nécessairement que ce soit plate, là, mais je veux vraiment le long terme. Là. Ouais. Ben oui, c'est aussi que le mode de vie que tu décris, ça a l'air de bien fonctionner pour un célibataire dans la fleur de l'âge, tout ça, ou un jeune couple de professionnels. Mais on s'imagine moins faire ça avec une famille, quoique je sais qu'il y en a des gens qui le font, là, vivre dans une vanne avec des enfants. Dans un voilier. Ça, mais, sur un voilier, tout ça. Mais pour la question de l'école, ou si tu as besoin de soins de santé ou quoi que ce soit, je veux dire, tous les avantages liés au fait de vivre dans une communauté, me semble, reviennent à un certain point, là, te rebondissent dans la face, il me semble. Ben, moi, je pense que depuis que j'ai une voiture, je suis plus sédentaire, étrangement. Parce que on dirait que le fait de pouvoir aller où je veux, quand je veux, ça fait que je vais chez nous. Sinon, avant, en autobus, je m'arrêtais où il fallait, parce qu'à un moment donné, c'est long, prendre le bus, puis bon, je suis à l'université, je vais être à l'université, ou je suis dans un café, parce que ça va être long de rentrer chez nous. Mais on dirait que depuis que je peux, je me retourne chez nous. Ça m'a surpris. Valérie, en t'écoutant, je me demandais, quand on est chrétien, là, est-ce qu'on peut vraiment vivre en nomade? C'est-à-dire que je me vois mal, comme disait Ariane, fonder une famille avec ce mode de vie-là, ou vraiment appartenir et m'engager dans une communauté chrétienne si je suis constamment en mouvement, chaque 3 mois, je change de pays. Est-ce que c'est compatible avec le christianisme? Bien, je pense que la notion de voyage, puis c'est une notion c'est un phénomène dont je vais critiquer plusieurs manifestations, là, le tourisme de masse et tout ça. Mais le voyage en tant que tel, je pense que ça peut vraiment nourrir l'expérience chrétienne, parce que quand on est hors de sa zone de confort, quand on perd ses repères, bien forcément, ça nous rend plus vulnérables. Et dans cette fragilité-là, je pense qu'on peut devenir plus à l'écoute, plus alerte à la volonté de Dieu, à une réalité là, qui dépasse là, le matériel, si je peux dire. Cela dit, il y a une différence entre aller en voyage, faire une petite parenthèse dans sa vie ou partir en mission. Là. Je veux dire, on connaît des familles... Ou faire un pèlerinage 1 mois, par exemple, à la Compostelle. Oui, exactement. Donc ça, c'est des expériences qui sont généralement délimitées dans le temps et où on ne va pas... faire l'apologie du mouvement perpétuel. Puis en préparant la chronique, je réfléchissais, j'ai réalisé que dans le fond, dans l'histoire, traditionnellement, ce sont les communautés qui sont nomades. C'est pas les individus. C'est vrai que Jésus bouge constamment dans les évangiles, mais avec ses apôtres, les saintes femmes, tous les disciples autour de lui. Oui, exactement. Et Jésus, dans ce contexte-là, est en mission. Et de fait, sur le chemin, c'est là qu'il va vivre plusieurs rencontres qui seront déterminantes, pour la vie des personnes qu'il va rencontrer. Là, lui, Jésus, sa vie est pas mal déterminée. En tout cas, on pourrait faire une discussion théologique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il a fait des rencontres déterminantes. Il y a des événements importants dans les évangiles qui se passent sur la route. Donc, on ne peut pas juste dire qu'il faut rester à la maison, entre ses 4 murs, sous son toit, à l'abri de la pluie et des intempéries. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut être critique, je pense, de ces phénomènes-là où on laisse miroiter qu'en étant détaché de tout engagement communautaire, justement, on va pouvoir s'épanouir comme personne. Et
même les nomades digitaux se font prendre à leur propre jeu parce que l'isolement, le sentiment de solitude, c'est la principale raison pour laquelle ils vont mettre un terme à ce mode de vie-là. Si je me souviens bien, en fait, je m'en souviens pas, mais il me semble que l'étymologie de paroisse, là, dont j'ai un blanc de mémoire, veut justement dire quelque chose comme une communauté en mouvement, en chemin. Je ne sais pas si c'est lié à la tente ou ça ne vous revient pas, non? Non, on n'a pas ces références. Vous nous écrirez pour nous donner la réponse. Oui. Puis... c'est super intéressant comme notion, finalement, que c'est une manifestation de probablement l'individualisme moderne, l'idée que les nomades modernes sont des individus qui se déplacent et non pas des communautés. Ça m'avait comme pas frappé, mais la manière dont tu le présentes, c'est vrai que c'est fondamentalement différent. Puis on se rappelle, je pense que l'exil, dans la Bible, puis en général dans la vie, c'est vu comme une punition, un châtiment, ou en tout cas quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. C'est une blessure d'être exclu de sa communauté. C'est pas une belle expérience, là, d'être forcé à être déplacé, dans le fond. Exact. C'est une croix à porter sur laquelle tu vas pouvoir vivre différentes expériences. Tu vas pouvoir participer, oui, à l'histoire du salut, mais c'est vu comme un sacrifice. C'est pas quelque chose qui est positif et que monsieur, madame, tout le monde là, va rechercher. Là. C'est une tragédie, l'exil. Bien, merci Valérie, tu nous confortes du fait qu'on ne peut pas, nous, vivre ce mode de vie-là. Puis qu'on est pogné chez nous, mais de plusieurs, on a une voiture malgré tout. Hein? Alors, Valérie Laflamme-Caron, tu es agente de pastorale au Collège de Lévis, dans la région de Québec. Tu es passionnée d'anthropologie. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. C'est toujours Simon Lessard au micro d'On n'est pas du monde. Le roi de la montagne est-il un jeu à bannir, encadrer ou au contraire à promouvoir dans les cours de récré de nos enfants? Pour ou contre les jeux turbulents? C'est la question que nous pose aujourd'hui Jérémy Laliberté. Bonjour Jérémy. Salut. Alors toi, dans ton enfance, est-ce que tu as fait beaucoup de jeux turbulents ou tu en as été privé? J'en ai pas été privé du tout. Moi, dans la salle de jeu familiale, au-dessus de la cuisine, d'ailleurs, ça brassait, on entendait ça dans la cuisine parce qu'on avait un matelas double et un autre matelas au mur. Fait que ça faisait comme une aréna de lutte. Puis moi et mes deux frères, on s'est battus là-dedans. On s'est fait un peu mal des fois, mais on a surtout eu des heures et des heures de plaisir à se chamailler là. Moi, je dois dire que c'était assez turbulent aussi à la maison. Je pense qu'un de mes frères est allé 2 fois à l'hôpital pour des points de suture sur la tête. Puis là, les médecins commençaient à se poser des questions. Et il y a effectivement, on joue sur la limite quand on choisit ce genre de jeu-là. Fait que c'est sûr qu'il y a effectivement un risque. Mais dans mon enfance aussi, j'ai connu beaucoup les camps de vacances dans lesquels il y avait des fameux jeux comme les combats de coq, là, où il qu'il faut voler le foulard qui est à l'arrière du pantalon de l'autre. Puis là, on se roule à terre, puis on se pousse, puis on se roule dans la boîte. Ou juste quand on allait à la piscine, ça finissait tout le temps comme une espèce de lutte. Tout le monde embarque ses épaules du moniteur, puis il y a un risque quand on joue dans l'eau. La guerre des planètes. La guerre des planètes. Encore? La guerre des planètes, c'est l'exemple parfait du jeu banni. Il n'y a plus personne qui joue à ça. Ouais, parce que c'est pour ça que les jeunes ont de l'air tristes aujourd'hui. Oui, exactement. On ne peut plus jouer à la guerre des planètes. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont comme tordu une épaule, puis ça arrivait tout le temps que quelqu'un se faisait mal, parce que c'est pas facile nécessairement de bien jouer ces jeux-là dans certains cas, surtout quand tu crains les enfants. Là. Ben là, c'est ma question, je te coupe là, quand même. Les jeux turbulents, c'est un beau mot, là, ça passe bien dit comme ça, mais il y en a d'autres qui diraient c'est pas turbulent, c'est violent. Oui. Soit c'est dangereux physiquement pour les enfants, soit ça les incite à développer des attitudes ou des comportements violents dans leur développement. Et c'est la critique nécessairement qu'on fait à ces jeux-là, qu'on a fait beaucoup aux jeux vidéo d'ailleurs aussi, de dire ça rend les enfants violents, ça rend les enfants agressifs. Alors que dans les deux cas, c'est démontré que c'est pas ça. Je parlerai moins de jeux vidéo, mais ces jeux-là, la différence entre un jeu violent et un jeu turbulent, en fait, c'est carrément le jeu. Parce que dès que c'est violent, c'est plus un jeu. Puis on peut le voir dans la face des enfants, ça. S'ils s'amusent, s'ils rient, ou s'ils comme sont un peu apeurés, puis qu'ils sont un peu stressés parce que je viens de me faire bousculer, je suis en train de perdre, etc. Mais tant qu'ils ne s'effondrent pas dans comme le conflit, on peut remarquer que c'est un jeu. Puis ça, comme adulte, on n'est pas toujours outillé pour faire la différence non plus. Si nous-mêmes, on a toujours trouvé ça violent quand on était petit, puis qu'on n'a pas joué tant que ça de façon turbulente, on n'est pas nécessairement capable de reconnaître la différence entre c'est un jeu ou c'est violent. Mais il y a une zone où c'est un jeu, puis cette zone-là est super importante dans le développement de n'importe qui.
Et quels sont les avantages de permettre à nos enfants d'avoir des jeux turbulents, non violents? On ne parle pas de Squid Game ici. Non. On parle de jeux qui sont non violents, bien sûr, puis ça prend toujours un certain encadrement, parce que si ça dégénère dans la violence, il faut savoir intervenir, évidemment. Mais tant qu'on ne tombe pas dans un jeu qui est violent, donc qui n'est plus un jeu, on a tout à gagner à laisser les enfants expérimenter puis découvrir, parce que ce que tu découvres, en fait, c'est que tu découvres ce que ça signifie que de toucher, littéralement. Ça peut même, en fait, on va dire que ça aide au développement de l'empathie. Parce que si je pousse l'autre, puis que je réalise que je viens de lui faire mal, ou à l'inverse, lui me pousse et il me fait mal, là, je découvre, OK, ça, c'est une limite à ne pas dépasser. La prochaine fois qu'on va jouer, on va faire attention. Et je peux, petit à petit, raffiner ma compréhension de ce que signifie mon toucher. Et une des... Parce que c'est ça un peu le principe d'un jeu turbulent. On n'est pas à 2 mètres de distance. Non, exact. Donc, il y a un risque, mais en même temps, c'est ça, notre époque est comme pas à l'aise avec le toucher. Là. Tout de suite, on dit de toucher, c'est sexuel, c'est de la violence. Exact. Il faudrait qu'on soit chacun de notre côté dans des jeux tranquilles. Et cette idée-là que le jeu, que le toucher, c'est soit sexuel, soit violent, ça vient avec le fait de ne pas avoir soi-même exploré toute une gamme de significations de ce que ça peut vouloir dire toucher. Par exemple, ça devrait être normal qu'un moniteur puisse mettre de la crème solaire à un enfant sans qu'on se dise « Oh mon Dieu, c'est sexuel ». Mais juste parce qu'on a peur de ce risque-là, que ce soit interprété comme ça, maintenant, dans bien des endroits, on utilise soit de la crème en spray, soit on supervise l'enfant pour qu'il le fasse lui-même, comme si ce toucher-là était inapproprié, alors que c'est tout à fait approprié. Même chose au niveau de la violence, il existe justement... j'ai déjà, en fait, puis on le découvre seulement en l'essayant, j'ai déjà, en jouant au soccer avec mon frère, j'étais comme en colère contre lui, puis j'ai décidé que j'allais glisser, faire un tacle qu'on appelle au soccer pour lui casser la gueule. Et je ne l'ai pas manqué. Et à la seconde où j'y ai touché, j'ai réalisé que j'étais allé beaucoup trop loin. Mais ça, je l'ai appris en l'essayant. J'ai été très chanceux. Il s'est mis à rire, puis il s'en souvient même pas. Mais il a fallu que je l'essaye pour découvrir que je suis allé trop loin. Puis la fois d'après, quand je joue, je fais attention, mais je peux pas le découvrir, faire une vidéo. Je peux pas me faire expliquer ce que c'est que d'aller trop loin. Il faut que des fois, je dépasse la limite, puis que je découvre la limite. Mais donc, c'est quoi la part de supervision des parents? Parce que tantôt, tu parlais d'être témoin, de regarder le visage de l'enfant, mais là, tu parles aussi d'une certaine prise de conscience autonome qu'on est capable de faire. Est-ce que c'est juste une question d'âge ou comment tu vois ça? Une des parts de supervision des parents, plutôt que de dire hey, « arrêtez de faire ça, c'est dangereux », c'est d'aider les enfants à découvrir comment on peut faire ça sans que ce soit dangereux. On veut jouer au roi de la montagne, quoi de mieux qu'un banc de neige et un habit de neige pour pas se faire mal? C'est de la neige, puis tu es tout habillé en mou. C'est le bon contexte pour jouer. Peut-être qu'on jouera pas. Mais on lance pas des modes de glace. Exactement. Puis ça, d'aider l'enfant à faire cette différence-là. Mais si jamais il en lance une mode de glace, il va découvrir que c'était pas une bonne idée là, quand il va avoir fait mal à quelqu'un. Puis ça, ce sera un événement dommage, évidemment. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. C'est une affaire de gars, ça, là? Parce que toi et moi, on a dit « Ah ouais, on a fait ça, c'est normal. » Mais vous, les filles, avez-vous fait des jeux turbulents? Puis comme maman, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Mais en écoutant, je viens de me rappeler de t'as nommé La Guerre des planètes. Moi, je viens de repenser à Bébé Clin d'œil. Oh oui! Qui était aussi un super populaire jeu. Là. Je veux dire, il y en a plein là, qui semblent être dans comme le combat direct. L'idée d'avoir du fun dans un jeu qui implique du toucher physique, une certaine partie de contrôle ou de pousser un peu. Je veux dire, oui, il y a quelque chose de le fun. Là. Puis c'est vrai que en tant que parent, je pense que c'est dur à faire. Mais c'est dur de laisser aller, de dire oui, je vais laisser les enfants se bagarrer ou se chamailler comme on veut beaucoup calmer les choses, mais c'est clair qu'il y a quelque chose de sain là-dedans. Là. Moi, je remarque beaucoup mon mari, comment il joue avec notre petite, là. Puis souvent, je suis comme, non, mais tu sais, je le dis un peu à la blague, je le laisse aller parce que je vois que tout le monde a du plaisir, là. Mais il faut que je passe par-dessus mes réactions primaires là, de protection pour le laisser la tourner de tous les bords, tous les côtés. Puis tu vas lui faire mal. Puis il est comme, ben non. Puis voilà. Fait que ça fait partie de nos vies. Mais moi aussi, je sais que c'est sain comme jeu, mais en dedans, quand je vois mon petit gars se bagarrer,
j'avoue que j'ai un petit malaise. Puis il y a une part de... Puis évidemment, on ne peut jamais complètement généraliser ces choses-là, mais il y a quelque chose de plus maternel dans le fait de s'assurer qu'il n'arrive rien de souffrant. Puis quelque chose de plus paternel dans le fait d'encourager l'enfant à sortir de sa zone de confort, à prendre un certain risque pour pouvoir se développer. Puis évidemment, les deux parents peuvent jouer ces deux rôles-là, mais souvent... Il y a une complémentarité ici qui souvent va être plutôt du rôle du père d'encourager à prendre des risques, certainement. Souvent, ces jeux-là, par contre, génèrent des conflits. Ah, il m'a tiré les cheveux, il m'a poussé, il m'a fait mal, c'est de sa faute. Donc, dans le fond, c'est parce qu'on veut pas de conflit qu'on va dire arrêtez ces jeux-là, non? Oui. Et c'est une grave erreur. Tiens, parce que, en fait, il y a des endroits aux États-Unis, entre autres, où ils ont les cours de récré, là, tu n'as pas une récréation de plus de 7 minutes parce que c'est impossible que les enfants restent dans l'harmonie pendant plus de 7 minutes. Mais ce que tu es en train de faire... C'est démontré scientifiquement, ça. Oui, ça, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des États qui ont pris cette décision-là, qu'après 7 minutes, on rentre, parce que sinon, ça va chicaner. Mais comment tu veux que l'enfant apprenne à faire la paix s'il n'a jamais rencontré un conflit de sa vie? Donc, il faut qu'il soit exposé à une certaine dose de conflit. Puis ça s'étend jusque dans l'âge adulte. Par exemple, dans une vie conjugale ou dans n'importe quel couple, il y aura toujours une part de conflit. Il y aura toujours des désaccords, des désagréments. Et là, c'est important justement d'avoir une compréhension ajustée de mon rapport à l'adversité. Si j'ai l'impression qu'il va juste se passer deux choses, soit on va s'entretuer, soit on va se quitter, ce ne sera jamais possible. Mais si dans mon histoire, j'ai appris à gérer une certaine adversité, je sais qu'un combat, c'est pas la haine et la guerre, c'est un désaccord, puis c'est une certaine lutte, mais je sais que ça peut être résolu, je suis capable de tolérer qu'on me dérange, qu'on me bouscule, sans avoir l'impression que je vais mourir ou que je dois m'enfuir. Puis c'est vrai dans tous les aspects de la vie. Souvent, en famille, il y a tellement des tabous, parce qu'on se dit, si on en parle, on va s'engueuler, fait qu'on va se taire. Il existe sûrement une manière de se parler sans s'engueuler, mais ça, c'est une sorte de conflit, c'est une sorte de lutte. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance du toucher, puis qu'on est peut-être moins à l'aise aujourd'hui avec ça. Je pense à la lutte, là, on voit que ça fait partie de presque toutes les cultures. Ça fait même partie des premiers sports olympiques en Grèce, dans l'Antiquité. Puis j'ai vu dans tes notes aussi, tu parles de la danse. C'est vrai que la danse, ça fait partie je pense, je connais pas de culture qui n'ont pas de danse, sauf peut-être la nôtre. On se dirait qu'on danse plus. On n'est jamais sorti dans un club, Simon. Je sais pas qu'on sait danser. Mais moi, je suis allée dans des pays d'Amérique latine où les enfants dansaient à tous les jours. Mais moi, j'ai jamais vu ça ici, sauf dans des cours spécialisés. Là. Mais c'est pas répandu. On a abandonné cette forme de jeu ou de loisir qui semble être universelle. Et dans la danse, justement, il y a, surtout dans la danse, on va dire à deux, dans un tango, dans une danse peut-être plus, une danse sociale, il y a toujours un aspect de, on s'invite à faire des choses, puis là, ça prend une écoute entre les deux partenaires, puis il y a une espèce de lutte, mais une lutte qui est un jeu. Est-ce que tu es capable de me suivre si je fais ça? Comment tu réagis si je fais ça? Oups, je dois m'adapter parce que tu as fait ça. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que la séduction se passe beaucoup par la danse. On va évaluer notre partenaire par sa capacité d'écoute, par sa capacité d'interaction, parce que s'il est juste dans sa tête puis qu'il me pile ses pieds, il ou elle, j'apprends peut-être que dans notre vie, quand il y aura des conflits, je vais me faire piler ses pieds puis l'autre va être juste dans sa tête. C'est exactement ça, tu sais. Et donc, la danse, il y a quelque chose dans ce qu'on vit dans notre corps qui se généralise dans ce qu'on vit dans nos relations puis dans nos sentiments aussi. Ouais. J'ai une question à 100$ pour toi. Est-ce que Jésus a fait des jeux turbulents puis est-ce qu'il a dansé? Il y a plein de représentations de Jésus où on le voit faire ça, entre autres dans la Passion du Christ. On le voit qu'il joue avec Marie, il lui envoie de l'eau en pleine face, il se met à rire. Puis, tu sais, il y a quelque chose... on voit qu'il... Mais une chose qu'on sait de Jésus, c'est qu'il était capable de prendre une claque d'en face. Même deux. Oui, il nous invite à tendre l'autre joue, puis on voit pendant son procès aussi, on voit qu'il se fait gifler. Il reste calme, il dit « Pourquoi tu fais ça? Si j'ai mal parlé, dis ce que j'ai dit. Sinon, pourquoi tu me frappes? » Qui est bon pour gérer des conflits. Oui, exact. Et il est bon pour garder son calme dans un conflit. Et ça, si c'est la première claque que tu reçois de ta vie, c'est comme, je vois pas comment tu peux le prendre calmement, puis regarder l'autre dans les yeux, puis dire, t'as-tu fini? Tu sais? Ça va te déstabiliser complètement. Puis bon, donc, il a vécu des petites passions quand il était adolescent,
dans le quartier pour se préparer à la grande et finale passion. C'est Ben, ça que je comprends. On peut l'imaginer. Puis bon, la maîtrise de soi, c'est un des dons de l'esprit. Peut-être qu'il y avait une grâce divine là-dedans, mais certainement, pour nous qui essayons de l'imiter, il y a dans les jeux turbulents une bonne manière de développer cette résilience-là face à l'adversité. Voilà. Voilà. Avant de se laisser, là, j'ai quand même une question. Les jeux violents, mais vidéo, devant des écrans, j'imagine que ça ne fait pas vraiment les mêmes avantages que tu viens de nous décrire. Oui, effectivement. Mais le problème avec les jeux vidéo, ce n'est pas qu'ils encouragent la violence. C'est pas qu'ils nous rendent plus agressifs. C'est qu'ils sont tellement stimulants qu'ils nous enlèvent l'envie d'aller jouer dehors. Généralement, là, en 2 mots, c'est ça. C'est qu'ils nous enlèvent nos occasions d'entrer en contact, d'utiliser mon corps, de découvrir la subtilité de ce que ça peut signifier, c'est ça. Nous coupe du réel, des vraies relations humaines. Et puis, on apprend certaines choses dans les jeux vidéo, mais on n'apprend pas on est désincarné, ça, c'est certain. Et on passe notre vie avec notre corps, puis de comprendre ce qu'il signifie, ce que je peux faire avec et l'influence qu'il peut avoir sur le monde, ça se fait pas tout seul. Voilà. Passionnant. Jérémy Laliberté, tu es entre autres animateur à la Villa des Jeunes à Québec. Merci beaucoup. Un grand plaisir. À bientôt. Les chrétiens sont constamment appelés à réconcilier tête et cœur dans leur vie humaine et spirituelle. Et si le concept d'intelligence émotionnelle était une clé pour grandir en sainteté, Leslie-Anne Boily, chargée de cours en psychologie, est avec nous pour en parler. Bonjour Leslie-Anne. Allô tout le monde, bonjour Simon. Alors, sans mauvais jeu de mots, les émotions, c'est passionnant. C'est un sujet, toi, qui t'anime. Vraiment, c'est super intéressant. Pour moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. J'espère piquer votre curiosité aussi à travers la chronique. J'aimerais ça peut-être commencer par vous dire un petit peu c'est quoi l'intelligence émotionnelle, parce que c'est un concept qui est quand même assez large, assez englobant. Ça se résume en fait aux compétences socio-émotionnelles, donc toutes les habiletés qu'on peut mettre en pratique dans nos relations interpersonnelles, mais c'est aussi en relation à soi. Fait que c'est toutes les habiletés donc personnelles que j'ai pour mieux me comprendre, donc mieux me connaître comme personne au niveau de mes émotions, mais aussi mieux me maîtriser, puis mieux maîtriser aussi mes impulsions. Parce que des fois, on va être tenté de vouloir réagir dans certaines situations où on est déclenché. Donc, on a comme un déclencheur qui fait partie de notre passé, qui fait partie de nous. Donc, d'arriver à se maîtriser, d'arriver à ne pas réagir sur le coup de l'impulsion. C'est aussi de l'intelligence émotionnelle. Puis, l'intelligence émotionnelle a tout un volet aussi interpersonnel, donc dans le développement de l'empathie. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Puis aussi, il y a un volet plus sur le leadership inspirant. Donc, une fois que j'arrive à mieux maîtriser mes émotions, à mieux les comprendre, à mieux voir comment ils se manifestent dans mon corps, comment je peux mieux observer les émotions des autres et nous amener tout le monde plus loin. Donc, amener les émotions des autres vers l'atteinte de leur but. OK, donc c'est pas juste avec ma raison, je me contrôle malgré mes émotions. Exactement. En fait, tout est dans les subtilités avec les émotions. Puis, d'ailleurs, émotion, ça veut dire mettre en mouvement le corps. Donc, en fait, c'est des moteurs nécessaires pour notre vie en société. Parce que, tu sais, si on imaginait pour un instant qu'il y avait 0 émotion, comment on ferait pour prendre des décisions? Comment on ferait pour assurer notre survie? L'enfant, il doit apprendre quand il va dans la rue qu'il peut se faire frapper. Parce qu'avant de faire cet apprentissage-là, souvent parce que ses parents lui en parlent, souvent parce qu'il peut avoir vécu l'expérience même d'avoir quelqu'un qui klaxonne, bien, cet apprentissage-là est nécessaire à ce qu'il puisse assurer sa survie, assurer la survie de l'espèce. C'est bon d'avoir peur, autrement dit, dans des circonstances comme ça. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai un préjugé, je le dis tout de suite. Est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste un concept à la mode pour faire plaisir aux gens qui ont des moins bonnes notes à l'école? Ah, mais toi, t'es intelligent différemment. C'est au niveau de l'émotion que t'es intelligent. C'est une bonne question, puis j'aimerais ça qu'on y réfléchisse ensemble. Selon vous, dans la réussite scolaire professionnelle, c'est quoi les facteurs d'importance pour ça? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est notre QI, donc notre intelligence plus rationnelle? Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs? Le milieu de vie où on est né, peut-être si on est dans un milieu favorisé, j'imagine que c'est un gros avantage. Tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de traits de tempérament là, qui viennent jouer avec ça. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de rester assis en classe, entre autres, puis d'autres pour qui ont juste hâte d'aller jouer dans le bois, justement. Là. Fait que ça, probablement que ça joue.
Tout à fait. Puis il y a même des traits de personnalité qui sont plus désirables socialement que d'autres. Quelqu'un qui est dans l'aimabilité forte, par exemple, peut avoir plus de facilité à entrer en lien avec les autres, à tisser des relations significatives, être plus dans la conciliation aussi face au conflit. Donc, oui, vraiment. Oui, mais c'est vrai que Mais on peut être pour tout ça sans... Moi aussi, j'ai un peu... ça me tique un peu l'idée que ça soit de l'intelligence. Là. Si je me trompe pas, ça vient de la théorie des intelligences multiples où on va jusqu'à... Il y a une intelligence mathématique, il y en a qui ont une intelligence visuelle, auditive, kinésiologique. C'est bien le fun, là, à être auditif plutôt que visuel, mais est-ce que c'est vraiment une intelligence? En fait, on peut peut-être le voir un petit peu comme un muscle qui se développe. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas, en fait, la capacité de lire les émotions. Puis ça, c'est le nom d'un phénomène, là. Mais c'est quelque chose qui se développe aussi. Donc, on peut l'entraîner comme un muscle. D'ailleurs, le cerveau est aussi, aujourd'hui, on le sait, c'est comme un muscle. On peut l'entraîner. Puis, en travaillant certaines choses, on va améliorer certaines capacités, comme la capacité d'attention, tout ça. Mais ça aussi, ça va nous aider par rapport à nos émotions. Mais comme l'intelligence cognitive aussi, un enfant, il ne sait pas tout en naissant. Là. Il apprend les choses, il développe l'intelligence au niveau de la connaissance. Exactement. Et ça m'intéresse, comment est-ce que concrètement, là, moi je sens que j'ai une carence, là, comment est-ce que je pourrais développer mon muscle d'intelligence émotionnelle? Je tiens à dire qu'on a tous des carences, puis on en aura toujours. C'est ça qui est beau aussi avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on peut toujours la travailler, l'améliorer. Puis dans les compétences, je dirais que la première chose peut-être pour la travailler, l'intelligence émotionnelle, c'est de se tourner vers soi, en fait. Parce qu'on peut arriver à avoir une meilleure connaissance de nous, de nos déclencheurs émotionnels, de l'intensité de nos émotions. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? C'est quoi mes valeurs? Puis quand quelqu'un parle de tel sujet, ça me déclenche automatiquement. Là, je monte d'un rideau puis je suis plus capable de me gérer. OK? Fait que d'arriver à bien se lire, bien se comprendre et avec justesse aussi. C'est quoi mes compétences, les éléments que j'ai à travailler. Exemple, j'ai à travailler telle émotion dans ma vie, la tristesse, je ne l'accepte pas. Mais pourquoi je ne l'accepte pas? Bien, d'explorer ça. D'explorer d'où ça vient. Ça se peut que ce soit un apprentissage que j'ai fait enfant. Des fois, il y a aussi des stéréotypes sociaux qui viennent nourrir, entretenir le fait qu'on est mal à l'aise avec des émotions. Tu sais, si on en nomme dans la société actuelle... Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça pleure pas. Il faut que ce soit tough. Hein? Puis une fille, bien, ça peut pas se mettre en colère. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces deux émotions-là qui sont fondamentales, qu'on vit tous et toutes? Bien, c'est juste qu'ils vont se manifester autrement. On va les éviter, les contourner, avoir toutes sortes de moyens, en fait, pour peut-être pas les vivre. Si on a appris, en fait, que c'était pas bien de pleurer pour un garçon, ou on va peut-être les vivre en cachette aussi, nos émotions. En t'écoutant, l'intelligence émotionnelle, il ne faut pas tomber, je pense, dans l'autre extrême, qui serait de dire, il faut juste laisser aller toutes ces émotions puis se laisser porter par elles. C'est pas dire ça non plus. Non, tout est dans l'art, je pense, de la sensibilité puis de l'équilibre. Il y a comme apprendre à mieux se connaître dans cette sphère-là qui est fondamentale dans nos rapports sociaux. Là, je veux dire, la plupart du temps, on est dans un mode émotionnel, peu importe le niveau d'émotion. Fait on a toujours à s'ajuster dans nos relations. Fait qu'il faut que ce soit utile, concret. Puis là, j'ai un petit peu perdu le fil de ta question. Non, mais tu nous amènes au niveau des relations. Oui. C'est intéressant parce que les émotions, c'est rarement juste moi tout seul en moi-même. Là. Oui, ça se passe en moi, mais c'est souvent provoqué par mes relations avec les autres, que ce soit positif ou négatif. C'est une parole, un geste qu'un autre a posé qui... Donc, développer l'intelligence émotionnelle, j'imagine que c'est vraiment lié à apprendre à pas juste gérer nos émotions, mais gérer nos relations. Totalement. Totalement. Puis même mes émotions, quand je les vis dans ma relation avec les autres, bien, ils me guident. Écoute, je suis pas bien quand telle personne fait telle chose. Est-ce que j'ai un conflit de valeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de dire? On parlait de conflit tantôt pour faire améliorer la relation. Parce que si je nomme ce que ça me fait intérieurement quand l'autre dit quelque chose, bien, écoute, si l'autre est à l'écoute, on va s'ajuster, on va améliorer la relation. Donc, il y a quelque chose de vraiment bon qui fait grandir la relation. Puis, ça serait un mythe de penser, en fait, que nos émotions, on les garde juste pour nous. Parce qu'en fait, c'est démontré aujourd'hui que les émotions sont contagieuses. Littéralement, là, en ce moment, les émotions qu'on vit, bien, on est comme dans une grosse soupe d'émotions. C'est positif ou négatif? Ça dépend. Ça dépend. Si on croise quelqu'un qui, par exemple, on est de bonne humeur dans la journée, puis on croise quelqu'un qui est vraiment fâché, puis qui se fâche après nous, bien, on va l'avoir en dedans de nous. Là. Notre corps va réagir
face à l'émotion qu'on perçoit, à travers nos neurones miroirs. On a des neurones miroirs dans c'est le quoi cerveau. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça aussi. Il y a des gens qui vont comme être des caméléons. Là, s'ils sont en présence de quelqu'un triste, fâché, ils vont comme, ça va les déstabiliser. Est-ce que ces gens-là ont comme une intelligence émotionnelle plus forte que les autres? Est-ce que s'identifier comme ça, c'est un phénomène? Bien, c'est intéressant, en fait, parce qu'on pourrait dire que oui, la sensibilité au rapport aux autres, mais il faudrait voir aussi dans les autres dimensions. Il y a peut-être dans le moins fond, de comment ils contrôle, l'utilisent, finalement. comment les gens l'utilisent. De recevoir ça, en fait, aussi. Lesliane, Oui. tu as mentionné les neurones miroirs. Oui. Moi, je ne connais pas Oui. ça. Peux-tu nous dire c'est quoi en quelques mots? Oui, les neurones miroirs, c'est dans notre cerveau, c'est des cellules qui, en quelque sorte, réfléchissent les émotions des autres. OK? Puis c'est démontré aujourd'hui dans la science que ces neurones-là existent réellement. Donc, quand on dit, tu sais, moi, je ne suis pas touchée parce que l'autre vie, en fait, on s'en coupe. Parce que dans la vraie vie, en fait, on réfléchit les émotions les uns des autres. Alors, on a vraiment des neurones, puis ça a été étudié même avec des gens qui observaient à la télévision, mettons, un couple qui avait un différend, puis il était capable de reproduire, en fait, dans son corps en disant, mais je pense que cette personne-là vit de la colère, puis on enregistrait des réactions de colère dans le corps de la personne qui regardait l'interaction sans même la vivre, en fait, là, dans le réel. Je me demande, quand on est chrétien, on croit que Jésus est vrai Dieu, mais aussi qu'il est vrai homme. Donc, comme homme, il y avait manifestement des émotions aussi. Est-ce Oui. qu'on a des signes que Jésus aurait été un maître en intelligence émotionnelle? Bien, moi, je pense que oui. En creusant un petit peu plus certains passages de la Bible, je me suis intéressée d'abord au mystère de la croix, en fait, parce que Jésus, en acceptant d'aller sur la croix, il acceptait de la souffrance aussi, qui est humaine. Puis souvent, un des réflexes qu'on a face à la souffrance, c'est de s'en couper émotionnellement, de ne pas vouloir la vivre. Alors Jésus, lui, il a accepté littéralement les bras grands ouverts, de dire, bien, j'accepte cette souffrance-là qui est humaine pour la transcender aussi. Un autre passage qui m'a toujours intriguée, là, tu sais, la rencontre de Jésus avec la femme adultère, puis les gens autour qui lui demandent quelle punition lui donner parce qu'elle est adultère. Pourquoi Jésus, il se penche à terre pour faire un dessin? Mais pour moi, ça, c'est un signe de grande intelligence émotionnelle parce que si on se projette les gens qui étaient autour de lui, probablement qui étaient hautement émotifs. Là, on est dans les valeurs, on est dans... Elle a été adultère, la colère, la frustration, les tensions palpables que Jésus palpait aussi grâce à ses neurones miroirs qu'il avait, qu'il pouvait percevoir avec sa dimension humaine. Donc, de prendre un temps de recul, faire un petit dessin, même à la limite, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est créatif. On ne sait pas ce qu'il a dessiné. Hein? On ne sait pas ce qu'il a dessiné. C'est mystérieux. Mais le fait de prendre une pause, un temps d'arrêt pour se recentrer, pour savoir quoi dire, comment réagir, au lieu de réagir impulsivement ou même en colère, OK? C'est super intelligent sur le plan émotionnel. Une fois, j'ai entendu Monseigneur Lépine commenter ce passage-là en disant que le doigt de Dieu revient à un autre endroit dans la Bible. C'est lorsque Dieu, à Moïse, écrit sur les tables de pierre la loi. Donc, Dieu écrit avec son doigt la loi. Et là, Jésus écrirait non plus sur de la pierre, mais le sable, qui est une autre forme de pierre, avec son doigt divin, la loi nouvelle de la miséricorde dans le sable. Et l'avantage du sable, c'est qu'on peut aussi effacer les choses. Donc, ça fit un petit peu avec la miséricorde. On peut... c'est moins permanent. Ouais. Et c'est intéressant d'envisager Jésus comme un maître, comme étant quelqu'un qui avait une certaine intelligence émotionnelle dans ses relations aux autres, mais aussi la Bible nous montre quand même un Jésus émotionnel. Tu sais, quand il va flipper des tables, tu sais, on voit une sainte colère, ou en fait, avant la crucifixion aussi, il dit « Mon âme est triste à en mourir », non? Il y a des larmes de sang. Fait que vraiment, le côté humain qui se montre, Jésus qui se montre lui-même, tu sais, qu'on voit éprouver des émotions. C'est beau aussi. Lazare aussi, il pleure la mort de son ami Lazare. Totalement. Ce qui est tout à fait simple. Puis d'écrire aussi dans le Sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Pensant à un enfant qui pleure, après, qui a fini de pleurer, il retourne jouer puis il est content. Donc, il y a comme quelque chose de libérateur d'accepter cette tristesse-là qui exprime quelque chose que je porte à l'intérieur de moi. Il y aurait plein d'autres passages. Jésus qui se retire au désert pour se recentrer parce qu'en fait, on sait que la prière, la méditation, c'est des techniques d'approche, en fait, pour maîtriser nos émotions. Donc, si on veut avoir une meilleure connaissance de soi puis de travailler ses émotions, d'aller
de prier, de méditer, c'est une excellente approche, donc de se recentrer, en quelque sorte, parce que je peux imaginer un Jésus qui était entouré de gens souvent agités. On a plein d'exemples dans la Bible, tu sais, en barque, quand Jésus il dort sur la barque, alors que, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'agitation. Puis, en fait, Jésus cultivait clairement la confiance, hein, qui, en quelque sorte, est je dirais, le contraire de la peur. OK? Donc, ça aussi, en fait, de cultiver la confiance dans les rapports à Dieu, dans les rapports aux autres, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Là. Donc, j'ai lu, Lesliane, dans tes notes aussi, que l'intelligence émotionnelle est liée aux capacités de devenir un bon leader. Totalement. De quelle manière, rapidement, mais aussi, dans le fond, il me semble que Jésus, là, c'est quand même un pas pire leader. Je suis bien d'accord. Oui, en fait, comme les émotions teintent tous les rapports sociaux qu'on a, d'être capable de discerner avec empathie les émotions des autres, ça devient une force pour arriver à aller plus loin. Je donne un exemple que Daniel Goleman donne dans un de ses livres. Il dit que le concept même d'intelligence émotionnelle, il a vu un vrai leader en allant dans l'autobus. Donc, le chauffeur de bus parlait à tout le monde dans le bus, mais tout le monde était sur son téléphone, vraiment, là, tu sais, dans sa bulle individualiste. Et le chauffeur, lui, jovial, vraiment dans la joie. Finalement, quand il observait Daniel Goleman, les gens quitter le bus, tout le monde était comme « Hey, salut, à la semaine prochaine ». Tout le monde était dans la joie. Fait que la joie va être contagieuse aussi. Puis ce monsieur-là, le chauffeur de bus, qu'il sache ou pas, mais c'est un très grand leader au niveau émotionnel. Il arrivait à changer les gens dans leur registre émotionnel en étant lui-même porteur de joie et tout ça. Mais en même temps, la joie, là, moi, des fois, je suis un peu tannée de ça, qu'il faudrait toujours être dans la joie, toujours être de bonne humeur. C'est fatigant du monde qui sont toujours de bonne humeur, non? C'est pas la réalité, effectivement, parce qu'il y a des émotions agréables et désagréables qui sont tout à fait normales puis qui font partie, en fait, de... Moi, je les appelle nos gardes du corps, nos émotions, en fait, parce qu'autant celles qui sont agréables que désagréables sont nécessaires. La joie, c'est le fun. Quand j'ai de la joie à faire une activité, j'ai envie de la faire encore plus. La tristesse, ça fait mal. Mais une fois que j'ai compris pourquoi je suis triste puis que j'ai réglé, paramétré un peu, réglé la situation dans l'environnement autour de moi avec les personnes qui sont concernées, bien, je vais mieux. Tout est nécessaire. Si on souhaite aller plus loin dans ce concept d'intelligence émotionnelle, as-tu une suggestion à nous faire? Lire les livres de Daniel Goleman, je pense que c'est vraiment Il y a beaucoup, dans les 20-30 dernières années, travaillé à vulgariser le concept puis d'aller lire un peu sur la science des émotions parce que des concepts clés comme les émotions sont contagieuses, les neurones miroirs, savoir qu'est-ce que la science nous dit aussi des déclencheurs émotionnels, puis des réactions normales qu'on vit dans notre corps, de normaliser l'expérience de l'émotion. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est fondamental de dire que c'est normal d'en vivre puis qu'il n'y en a aucune qui est laide. Merci beaucoup, Lesliane Boily. Tu es chargée de cours en psychologie à l'Université et coordonnatrice du Tisonnier de Québec. À une prochaine fois. Certainement. Bonne fin de journée. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Avant de se laisser, on fait notre tour de table culturel. Valérie Laflamme-Caron? Oui, pour rester dans la thématique du voyage, je recommande l'album « Il faut partir maintenant » de Maud Audet. Ça vient de sortir en avril. Et on m'a fait remarquer que ça sonnait comme les chants de l'Emmanuel. Des chants de louanges chrétiens. Peut-être à cause de la flûte traversière, les castagnettes, les arrangements. Là. En tout cas, je vous laisserai juger par vous-même, mais c'est très bien pour l'été qui s'en vient. Oui, je trouve que c'est joyeux comme chant. Oui. C'est peut-être ça le petit lien à faire avec des chants de louanges. Peut-être. Jérémy Laliberté? Oui, moi je vous propose un grand film québécois que vous avez peut-être déjà vu, qui s'intitule Monsieur Lazare, qui est sorti en 2011 et qui raconte l'histoire d'un professeur, mais qui est un immigrant et qui se retrouve dans une classe très typiquement québécoise et entre autres pour une scène en particulier, lui est très surpris qu'on lui dise « Oh non, ils peuvent pas se battre dans la neige parce que c'est violent. » Puis plus tard, alors qu'il lui est pas d'accord, et plus tard dans le film, on voit deux enfants vraiment en colère l'un contre l'autre, puis ça illustre si bien la différence entre la violence et le jeu. Alors voilà. J'ai jamais vu ce film-là. Ça me donne le goût d'aller le voir. Ça a été nominé pour un Oscar, en fait, meilleur film en langue étrangère en 2012, je crois. Donc c'est un des grands films de l'histoire du Québec. Voilà. Ben merci, Jérémy. Lesliane?
Oui, moi, je vous parle du livre de Patrice Gourrier et de Jérôme Desbouchages. Donc, Méditation et paix intérieure. Donc, comme on a parlé d'intelligence émotionnelle, une des voies d'accès, c'est bien sûr là, de la vie spirituelle. Puis, en fait, là, je l'ai parcouru rapidement. C'est une lecture là, que je m'apprête à faire de couvert en couvert, là, que je trouve, en fait, qui m'attire particulièrement. Et c'est quoi l'approche de ce livre qui parle de méditation? En fait, c'est une approche plus d'expérience, donc de comment on peut approcher la méditation, la prière dans une perspective chrétienne à travers des exercices. Puis d'ailleurs, l'écrivain s'est consacré, en fait, est prêtre et s'est consacré vraiment à la méditation chrétienne. Très intéressant. Merci, Leslie-Anne. Ariane, une dernière fois pour cette saison, as-tu quelque chose à nous suggérer? Ben oui, moi aussi, je vais y aller en musique avec une chanteuse québécoise, Ingrid Saint-Pierre, qui a sorti en 2023 l'album Reine. Alors, je l'ai écouté, puis si vous connaissez le style d'Ingrid Saint-Pierre, je pense que c'est tout à fait dans son style, là. Donc des chansons très douces et très agréables à écouter. Puis c'est des chansons qui sont beaucoup inspirées de différentes femmes dans sa vie. Donc, il y a une chanson sur plus qui parle des mères. On se souvient qu'elle avait fait une très belle chanson sur sa grand-mère qui avait eu l'Alzheimer. Donc, ces paroles aussi sont assez profondes, puis ça vaut la peine d'écouter les textes, là. Donc, de la belle musique douce à écouter pour se relaxer, là. Puis, j'ai été particulièrement touchée par la chanson Reine, du même titre que l'album, qui va parler plus, je pense, des violences sexuelles, puis des choses comme ça, là. Donc, aussi, c'est un album qui célèbre la force des femmes, puis toutes sortes de thèmes comme ça, là. Donc, je te reconnais bien là-dedans. Oui. Oui, célébrer la force des femmes. Hey, merci beaucoup, Ariane. On a vraiment eu beaucoup de plaisir ensemble. Et j'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer. Oui. Et pour pas être trop mélangée, elle s'appelle aussi Ariane. Donc, ce sera Ariane Beauferré qui va prendre le relais jusqu'à la fin de la saison, les 4 dernières émissions. Mais vraiment, je tiens à te redire merci. Je pense qu'avec toi, on a amené à un autre niveau l'émission avec cette complémentarité homme-femme. Ah ben oui. Ça n'enlève rien à James, là, évidemment. Non. Et je vous laisse entre bonnes mains avec Ariane Beauferré. Je sens que ça va me faire plaisir de vous écouter là, en me berçant avec mon petit bébé en allaitant. Là. Ah oui. Merci beaucoup. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans les pas du monde.